Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Broadcast Time, l'actualité des nouveaux médias, des Web TV. On va en parler justement aujourd'hui avec, vous le voyez autour de moi, les habituels de Broadcast Time. Et puis un invité aujourd'hui, c'est un spécialiste de la 3D. Et justement aujourd'hui, on va parler à la fois d'un projet passionnant, une nouvelle chaîne de télé. Alors évidemment, on est très sensible à ce genre de sujet sur Watch TV, et une chaîne de télé pas comme les autres, puisqu'on parle de télé en 3D. Alors forcément, ça aiguise notre curiosité, et on va commencer par vous présenter l'invité du jour dans Broadcast Time. C'est Fabien Ramblier. Bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, je vous présente Fabien, les comparses, les compères habituels de Broadcast Time. Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Bonjour. Bonjour. Et puis Stéphane Fodeux, le patron de MediaQuest. Bonjour. Partenaire de Broadcast Time. Salut Stéphane. Bonne année à tous. Elle a commencé de manière un petit peu rude, vous l'avez remarqué, mais on est là. On est avec vous et on est très heureux de passer ce début d'année ensemble. Alors, on le disait, un projet assez étonnant, assez spectaculaire sur le papier en tout cas. C'est ce dont on va parler avec vous, Fabien. La TV 3D, c'est son vrai nom. La TV 3D, oui. Alors, dites-nous exactement de quoi il s'agit. Eh ben, en fait, il s'agit d'un projet de chaîne qui vient de recevoir l'agrément du CSA. On a eu l'agrément le 17 décembre. D'un projet de chaîne en 3D, partant du constat qu'il y a beaucoup de contenu maintenant, mais qu'il n'y avait pas encore de moyens de les diffuser en France. Il y a quelques chaînes en Europe qui marchent très bien, notamment Sky 3D Italia, qui a un peu plus de 450 000 abonnés. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire pareil. Donc c'est un travail de longue haleine. On a commencé à travailler sur le dossier au mois de mars 2014. On a développé le dossier parce qu'un dossier CSA c'est très long à monter. Et puis en parallèle, on est parti à la recherche de financement. Donc pour l'instant, si on a déjà l'accord du CSA, on est en pleine phase de levée de fonds. Voilà. Alors, c'est un projet de chaîne de télé. Peut-être que je peux me tourner d'abord vers Stéphane, parce que je crois pas que tu aies encore monté de chaîne, Stéphane. Mais on peut dire, parce que nous on le sait, et tu t'en doutes et que tu le sais aussi, c'est que lancer une chaîne de télé, c'est un projet à multiples facettes, et c'est évidemment pas simple. Bien sûr. Non mais c'est vrai, bravo. Enfin déjà, la 3D on connaît un petit peu chez MediaQuest et chez Avance Rapide. Donc on sait d'autant plus que c'est compliqué, et lancer une chaîne sur ce sujet c'est d'autant plus compliqué et remarquable. Justement, on va poser des questions un peu de néophyte, mais Fabien, donc comment lancer une chaîne? Oui, mais quel va être le canal de diffusion principal? Est-ce que c'est de la VOD? Est-ce qu'il y a de l'hertzien dans ce conventionnement CSA? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Du hertzien, non, parce que le hertzien, malheureusement, ça implique des frais assez démentiels. Là, on est en pleine discussion avec les opérateurs, câbles et ADSL, de façon à être repris sur à peu près tous les opérateurs. On discute aussi avec la Suisse et la Belgique. En fait, on vise le marché francophone, en fait. Et donc voilà, donc la diffusion se fera essentiellement par les réseaux câbles et ADSL. Alors moi j'ai une question, forcément ça va recouper un peu l'expérience qu'on a eue sur Watch, parce qu'on est passé, je pense, par les mêmes étapes. Concrètement, c'est un projet qui a démarré quand? Le jour 1, c'était quand? Qu'on ait un peu une idée de la chronologie, on va dire. Ça fait au moins 2 ans qu'avec Stéphane Dalma, on y réfléchissait. C'est resté une idée pendant un peu plus d'1 an. Ouais. Et il y a eu un élément déclencheur au mois de mars l'année dernière qui nous a un peu motivés pour je dirais, sauter à pieds joints dans le projet. Ouais. Lequel? Parce qu'on a envie de savoir. Non, c'est une personne qui avait déjà monté une chaîne de télé, qui nous a dit, moi, je peux vous aider à monter ce projet-là. Ouais. Bon, il se trouve qu'on a perdu cette personne-là en cours de route, mais nous, on a été très motivés par le projet. Ouais. On a fait toutes les démarches auprès du CSA. On a en parallèle démarché aussi, parce que bien évidemment
faire de la 3D, tourner de la 3D, on connaissait, mais en diffuser, c'est un petit peu différent. Donc on a fait aussi appel à un partenaire technique qui lui maîtrise tout à fait le workflow je dirais de la régie jusqu'aux téléspectateurs, puisqu'il a travaillé sur le montage de nombreuses chaînes. Donc là, on s'est rapproché de cette personne-là. Et voilà, le projet en l'état actuel, c'est ça. On est en pleine levée de fonds. Ouais. On discute avec les différents opérateurs, on discute de tout ça, mais ça avance. Les producteurs de 3D nous suivent sur le projet, sont très très motivés aussi, donc sont tous prêts à nous aider, à nous soutenir en nous amenant déjà de quoi commencer les diffusions et une première boucle de tests bientôt. Alors on va préciser que le passage par le CSA, c'est une étape obligatoire, qui est une étape légale, mais qui garantit pas du tout la suite. C'est juste, il faut avoir cet agrément du CSA pour pouvoir diffuser. Donc c'est indispensable. Exactement. Concrètement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce que pour faire une chaîne, il faut de l'argent, mais il faut des locaux, il faut du matériel, il faut une équipe. Concrètement, où est-ce que vous en êtes de ce projet-là ? Tout ça est en train de se mettre en place. Effectivement, l'étape 1, c'était le CSA, donc ça a bien pris 6 bons mois. L'étape 2, c'est de lever les fonds. Donc tout découle de ça. Du CSA découle les levées de fonds, forcément, puisque les investisseurs vont pas se lancer sans avoir la certitude qu'on va être dans la légalité. Donc voilà, Est-ce que ça suffit pour attirer des investisseurs ? Le projet en lui-même suffisait déjà pour attirer des investisseurs. Je pense que ça les titille un petit peu plus maintenant que le CSA est là. Mais on a déjà de nombreux investisseurs sur le palier, je dirais. Et on espère maintenant pouvoir finir de les convaincre en mettant en place une première boucle de tests dans les mois qui viennent. Alors Stéphane, je ne sais pas si c'est ce dont tu veux parler, mais l'idée de faire une chaîne dédiée à la 3D, est-ce que ça vous semble opportun et cohérent ? C'est une question que je vais vous poser à deux spécialistes du domaine. Avant de répondre à ta question, Benjamin, moi, j'aimerais bien avoir un peu aussi une idée de la grille. Qu'est-ce qui sera diffusé entre la production propre et des programmes existants. Est-ce qu'il y a déjà un peu une idée de ce qu'on pourra trouver sur cette chaîne ? On a par obligation du CSA 30% de production propre. De toute façon, donc on va fournir 30% de programmes propres à la chaîne. Donc des programmes en 3D que vous créez vous-même ? Exactement, ouais. Une question intermédiaire de Fabrice. Parce que du coup, production interne, d'accord. On parle de documentaire, de reportage. On parle d'un plateau avec des invités. Parce que là, du coup, je suis curieux de savoir comment on va faire faire vivre une chaîne. Du plateau avec invités, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant en 3D, je dirais. Donc on va essayer de faire vivre ça un petit peu autrement. On va essayer d'axer ça plus sur entre guillemets, sur le spectacle en général. Donc la grille de la chaîne va tourner autour d'émissions live. Pas mal de musique, de spectacles, de théâtre, de ce genre de programme. Ce qu'on appelle de la captation. Voilà, exactement. Donc là, vous avez déjà des accords avec certains tourneurs ou certains lieux ? On a déjà, ça commence à venir. On est en train de tout ça, c'est des choses qui se discutent en même temps. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment, je dirais, en plein dedans. On pédale tous les jours pour que ça avance, et ça avance plutôt pas mal. Donc ça se négocie. Donc il va y avoir beaucoup de spectacles live, en tout cas captés live et retransmis, et aussi pas mal de documentaires. On a aussi, en cherchant bien parmi nos camarades producteurs d'émissions de 3D un peu partout dans le monde, on s'est rendu compte qu'il existe des séries d'émissions énormes. On a des producteurs qui ont tourné 60 fois 52 minutes en 3D sur des séries documentaires. Et qui n'ont jamais pu les valoriser. Qui les ont diffusées en 2D, mais pas forcément en 3D. Donc on est en train de discuter avec tous ces gens-là, justement, pour pouvoir diffuser les programmes. Et ce qui est bien, c'est que comme on est assez peu nombreux sur le marché dans le monde, ça facilite un peu les démarches, parce que les gens viennent assez rapidement vers nous pour... Alors justement, on se posait la question avant de commencer l'émission. Il y a d'autres exemples de chaînes 3D dans le monde ? Oui. Il y a eu de nombreux essais.
qui étaient pas vraiment des chaînes. En France, on a eu Canal+ 3D, on a eu, il y a eu un petit essai de TF1, il y a eu Orange pendant un moment, mais c'était pas vraiment des chaînes, c'était des canaux de test. Ils n'ont jamais eu le label de chaîne, et il n'y avait pas de diffusion régulière de programmes. C'était une fois par mois pour Canal, c'était un match de foot, un film. Pour Orange, c'était un peu plus régulier, mais à peine plus. Mais dans le monde, il y a des chaînes qui marchent. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui avait fait le succès de ces chaînes-là, contrairement à celles qui se sont arrêtées, c'est qu'elles avaient une grille de programmes régulière, avec des rendez-vous quotidiens réguliers, comme une chaîne 2D classique. Donc du coup, ces chaînes-là ont pu survivre. Les robinets à programme, entre guillemets, n'ont pas survécu parce qu'il n'y a rien de pire pour un téléspectateur, un jour de tomber sur un documentaire à 18h, et le lendemain c'est un spectacle, et le troisième jour c'est un dessin animé, et il n'y a pas vraiment de fidélisation du public. Donc là, nous, ce qu'on veut essayer de construire, c'est une vraie grille régulière, avec des horaires réguliers. Et on le voit par exemple sur Sky 3D Italia, ça marche vraiment bien. Il y a ITV 3D aux États-Unis qui marche plutôt pas mal aussi. Il y a quelques chaînes. Et on a appris assez récemment qu'il y avait 2 projets de chaînes en Europe, une en Allemagne, une en Ukraine. 2 projets de chaînes 3D qui sont en train de se monter également. Donc voilà, on est en train de commencer à échanger avec ces gens-là aussi pour essayer de trouver des synergies avec eux. Bon. Oui, Stéphane. Ouais, pour revenir sur les programmes, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de programmes qui n'ont pas été valorisés, qui ont été diffusés en 2D. Ouais. La difficulté, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de production de contenu 3D. Donc c'est des contenus qui restent effectivement qui ont été produits il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, mais on voit de moins en moins aujourd'hui les producteurs ont un peu quand même lâché la 3D. Donc il y aura effectivement, si vous apportez cette valeur ajoutée en tournant du live, c'est très bien, mais sur du contenu existant, je pense que ça va être de plus en plus dur d'en trouver, parce que pour le moment, il y a quand même une désaffection. Est-ce que la 4K a pas un peu mis un coup de pied à la 3D, parce que la 3D avait été un produit qui permettait d'améliorer l'image HD qu'on avait. La 4K est venue en disant, nous on sait faire, vous allez voir la profondeur qu'on va vous amener à l'image. Est-ce que ça, c'est pas un frein du coup au développement de la 3D pour vous? Pas complètement, parce qu'il y a quand même encore pas mal de producteurs qui tournent en 3D. En France, un petit peu moins, parce que c'est vrai qu'on n'était déjà pas tellement nombreux, que certains ont jeté l'éponge, mais il y a encore quand même des gens qui y croient et qui produisent 1, 2 documentaires par an. Bon, c'est vrai que ça suffit pas, 2 documentaires par an pour remplir une grille, mais on va trouver, et on va essayer nous aussi de coproduire dans la mesure du possible avec ces producteurs-là. Donc en ça, on s'est déjà rapproché du CNC pour pouvoir justement soutenir et aider les producteurs qui veulent se lancer sur le créneau. Et pour revenir à la 4K, oui, effectivement, la 4K, la 4K, ça a été une concurrence sans en être vraiment une, parce que le vrai problème de la 4K pour l'instant, c'est sa diffusion. C'est impossible de diffuser de la 4K dans l'état actuel des réseaux. C'est un format fabuleux pour le tournage, pour la production, pour la post-production. D'ailleurs, même en 3D, on tourne en 4K également. Moi, j'ai tourné notamment un gros spot l'année dernière pour une marque de montres, sur lequel j'étais stéréographe. On tournait en 4K 3D et on a post-produit, etc., mais au final, on diffuse le film est diffusé en HD. La 4K pèse beaucoup trop lourd pour être diffusé. Juste, petite parenthèse, vous avez utilisé un mot que beaucoup de gens ne connaissent pas, stéréographe. C'est quoi? Le stéréographe, c'est sur un tournage, c'est la personne qui garantit la qualité de la 3D. C'est celui qui, entre guillemets, a le savoir. Il a le truc. Non, c'est une personne qui va connaître un peu les limites physiques et acceptables pour le confort visuel de la 3D, et qui connaît également le matériel, donc il va savoir régler les rigs ou les caméras. Alors du coup, la production 3D, parce que moi j'ai eu une télé 3D il y a pas très longtemps, parce qu'elles étaient toutes optionnées en 3D. Toujours. Et la question c'était, déjà quand on met le mode de 3D, c'est vertical, horizontal. Il y a une différence, dans la technique, il y a une différence dans la qualité. Derrière, les productions que vous allez avoir, elles sont toutes produites de la même façon. Ça va, quelle technique, dans la technique que vous allez devoir utiliser pour la diffusion, est-ce que tout ça c'est facilement intégrable? Oui, parce que le format de tournage, de toute façon, reste le même partout. On tourne toujours avec des rigs sur lesquels il y a 2 caméras. Ou des caméras. Des rigs, on va essayer de parler à tout le monde. C'est une espèce de grosse machine sur laquelle on greffe 2 caméras avec un miroir semi-réfléchissant.
et qui permet de filmer une caméra pour chaque œil. Mais comme l'écart qu'on a entre les yeux est de 6 cm et demi, on essaye de se rapprocher au maximum de la réalité de ce que voit l'œil, mais on est obligé de tricher. Ouais. Donc le rig nous permet de tricher, de rapprocher plus les caméras, malgré la taille des objectifs. Donc c'est pour ça qu'on a le miroir semi-réfléchissant. On travaille son tête bêche en fait. Voilà. Et on travaille aussi avec des caméras binoculaires. Dans certains cas, pour les tournages un peu plus low cost, je dirais. Mais ça donne des très très bons résultats. Donc on se retrouve avec 2 flux vidéo, un flux œil droit, un flux œil gauche, et qu'on compresse entre guillemets sur un flux side by side. Donc on a les 2 images côte à côte qu'on voit sur une chaîne, ce qu'on peut voir en image 3D simplement sur YouTube ou Dailymotion par exemple. On a ça. Quand le signal n'est pas décompressé par la télé, on a ces 2 images côte à côte. Alors il y a effectivement aussi le format en hauteur. Les 2 ont leurs avantages. Le format en longueur, je dirais, permet d'avoir une meilleure définition horizontale qui est plus confortable à l'œil. Mais c'est vrai que je dirais que le standard en pratique, c'est l'autre taille, l'autre format. Est-ce que envisager une chaîne en 3D, ça coûte forcément plus cher que faire la même chaîne en 2D ? Pas tant que ça finalement, parce que le matériel est pratiquement le même. Et c'est là aussi le gros avantage de la 3D sur la 4K, c'est qu'on n'est pas obligé de renouveler tout le matériel. Une régie de tournage, il suffit même de diffusion, il suffit comment dire de. C'est que il y a que les caméras qui doivent être 3D ou tout le matériel derrière. On va légèrement transformer le matériel pour qu'il devienne compatible. Voilà. Au lieu d'avoir un canal vidéo, on va en agréger 2 sur la régie de façon à ce que les 2 soient pris en même temps. Mais sinon, pour le matériel, c'est pratiquement la même chose. Pour les caméras, malheureusement, il en faut 2 au lieu d'une. Donc là, ça coûte un petit peu plus cher. Mais sinon, maintenant, je dirais que... Vous n'utiliserez pas de caméra 3D Si, justement. On va travailler aussi... on a des petites unités qu'on est en train de mettre en place de reportage léger. Ouais. C'est quoi les caméras de référence pour la 3D aujourd'hui, parce que honnêtement on s'y intéressait puis on a un petit peu décroché, on sait plus trop. Alors pour le gros tournage film, pub et grosses captations, on va être sur du rig avec des caméras type RED qui vont pouvoir tourner en 4K justement, voire plus. Ça peut être de la Canon, ça peut être de la RED, ça peut être de l'Alexa, mais là on parle vraiment de tournage à très très gros budget. Là on prend 2 caméras sur un rig. Et une seule suffit normalement, là on en met 2. Voilà, c'est ça. Pour créer cet effet stéréoscopique. Scopique, exactement. Exactement. Donc là où il faut une caméra, il en faut 2. Plus la grosse machine au milieu, plus du monde. Donc là, ça coûte beaucoup plus cher. En revanche, on peut faire aussi du low cost, mais c'est pas pour ça qu'on perd vraiment en qualité. Après, c'est une adaptation au moment du tournage. On peut travailler avec les caméras binoculaires. Et là, on va être sur un coût équivalent à un tournage 2D. C'est quoi votre budget pour la première année ? Combien ça coûte une chaîne ? C'est ce qu'on est en train de négocier, justement. Je peux pas vraiment vous donner de chiffres, mais c'est ce qu'on est en train de négocier en ce moment. Voilà. C'est dans le dossier du CSA, pourtant. Ouais, c'est dans le dossier du CSA. Mais donc c'est public. Ouais, voilà. Mais bon. Vous devriez pouvoir nous le dire. Oui, mais bon, je veux pas froisser les... Non, mais à peu près un ordre d'idée. Ah, ça va être... On est habitué à faire pour peu cher. Donc, ouais, ça va être de l'ordre de entre 1 et 5 millions, quoi. D'accord. Donc il faut trouver ce budget. Je vous pose une question sur un peu la chronologie. Est-ce que c'est pas difficile de faire avancer ce projet maintenant, alors qu'on a l'impression que la vague de la 3D elle est un peu derrière nous? Mais pas tant que ça. En fait. Comprenez, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est la question qu'on s'est posée aussi au départ, et en fait, on s'est rendu compte très vite d'une chose, c'est que oui, effectivement, la presse et les professionnels se sont mis à parler beaucoup de 4K. Et depuis septembre-octobre, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les capacités 3D des téléviseurs 4K qui étaient mis un peu en retrait dans tout ce qui était communication recommencent à revenir, pour la bonne et simple raison que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les réseaux sont pas capables de porter de la 4K, jusque chez le téléspectateur dans 90% des cas pratiquement. Il y a un stock de lunettes.
Voilà aussi. Il y a un stock. Non, mais c'est une réalité. Hein. Il y a une production énorme de télé qui était compatible 4K, pardon, 3D, et il y avait un stock de lunettes qui ont été fournis, une paire de lunettes par télé. Et comme à l'époque, tout le monde pensait que ça allait marcher, sauf qu'on pensait pas qu'il allait y avoir pas assez de programmes disponibles, ils ont des stocks de lunettes, mais vraiment des stocks de lunettes. Donc il va falloir les vendre à un moment ou à l'autre, et donc on peut trouver des lunettes d'ailleurs à un prix dérisoire aujourd'hui. Ceux qui ont acheté la télé. J'en ai 8 paires, moi, si tu veux. Hein et c'est vrai que vous en aviez toujours une ou deux paires suivant l'écran qu'on achetait. Ouais. Aujourd'hui, ça coûte quasiment rien sur Internet de récupérer une paire de lunettes. Au départ. Ouais, voilà, c'était ça. C'était la paire de lunettes, c'était une fortune. Aujourd'hui, on les trouve pour 10-15 euros. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a non et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement les chaînes 3D à l'époque, il y a eu un emballement autour de la 3D, et c'est comme tout, il faut du temps pour que ça démarre. La HD a mis des années avant de partir, d'être. Il y a même encore des chaînes qui sont pas encore en HD, qui passent péniblement maintenant. Donc la 3D avait besoin aussi de trouver son public, avoir une certaine maturité. Et on a aussi, on s'est pas lancé non plus à l'aveugle, on a regardé un peu ce qui existait comme étude de marché, étude de satisfaction. On s'est rendu compte que une étude de l'année dernière montrait que 70% des gens qui ont une télé 3D sont ou satisfaits ou très satisfaits de leur investissement, mais qu'à 75% ils réclament des chaînes de télé 3D parce qu'ils ont rien à regarder. Il n'y a pas de contenu, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors vers quoi ils se rabattent? C'est vers le Blu-ray 3D, et malheureusement vers le piratage, parce que c'est la plus grosse source de programmes 3D qui existent. Et du coup, dans les programmes que vous allez avoir de la publicité ou pas? Alors, on est en train de discuter de ça aussi. On a déjà. C'est quoi le modèle économique de la chaîne? Alors, on va travailler. Alors, on n'est pas une chaîne par abonnement. On va essayer d'être une chaîne en accès libre. Donc, on va travailler aussi sur un système permettant malheureusement de convertir les publicités existantes, mais aussi de proposer aux annonceurs. Oui, parce que c'est l'autre aspect aussi. C'est ça, c'est la publicité, ça veut dire intéressant de certains produits, de les voir en 3D, d'autres beaucoup moins. Non, mais voilà, on va discuter avec les annonceurs de façon à leur proposer aussi de tourner en 3D. Et ce qui peut être intéressant pour eux, parce que il n'y a pas que la télé en 3D, il y a aussi le cinéma. Et un beau spot 3D peut être diffusé avant un film au cinéma, et sachant que le nombre de films qui sortent en 2015, c'est 45 ou 46 films, je crois, cette année. Il y a quand même de quoi faire. Donc c'est pas un investissement perdu, et c'est aussi utilisable en 2D de toute façon, par défaut. Est-ce que toutes les... Je pense que oui, mais est-ce que toutes les télés actuelles, les UHD qui sont en vente, sont aussi 3D ou pas? Pratiquement toutes. Pas toutes. Ouais. Je crois que c'est 75% des écrans qui le sont. Ce qui a changé, qui peut faciliter, c'est qu'elles sont aujourd'hui sur une technologie passive. Oui. Donc avec des lunettes qui n'ont pas besoin d'être chargées, parce que l'élément, qui ont besoin de piles. C'est des lunettes comme au cinéma, si tu veux. Donc, qui valent 3 euros. Oui, donc elle va fabriquer 10 centimes. Mais donc déjà, c'est aussi un élément qui va simplifier, parce que j'ai pas été peut-être pas le premier, mais j'ai quand même eu un téléviseur 3D assez tôt, et c'est vrai que la gestion des lunettes, quand c'est des lunettes actives que tu dois sans pile, que tu dois brancher sur ta prise USB pour la recharger, quand tu regardes un film, d'un seul coup il y a une paire qui tombe en panne et que ta fille se met à hurler, la prochaine fois je ferai attention. Donc c'est vrai que des fois le prix des lunettes fait qu'on hésitait un peu aussi à les mettre sur les yeux des enfants, parce qu'on se dit est-ce qu'elle va pas finir par terre, alors que la passive c'est pas très gênant, quoi. Quel est Fabien l'accueil des constructeurs de télé? J'imagine qu'ils doivent être assez contents. Alors j'en ai discuté un petit peu, j'ai profité du Satis pour en discuter un petit peu avec les constructeurs, qui eux sont très intéressés parce que ils ont des caméras avant. Non, c'est que il y a effectivement le matériel existe, qu'ils aimeraient que ce matériel se tourne, et pour pouvoir montrer que c'est viable et qu'il y a des choses à faire. Donc oui, les différents constructeurs sont assez intéressés. Ça c'est côté production, mais je pensais aux vendeurs d'écran, en fait. Alors les vendeurs d'écran, c'est autre chose, parce que il y a eu pas mal d'annonces d'écrans 3D sans lunettes. Il n'y a pas encore de date précise. On a entendu parler de 2015. Ça sera peut-être un petit peu après, mais il y a des choses qui commencent à se préciser. Il y en a eu il y a plusieurs années. Là, on vit un creux quand même pour l'offre de télé 3D. Ma question, c'était plus sur le fait que, d'un point de vue marketing, visiblement, vraiment, l'argument, là, 2015, c'est l'Ultra HD, c'est le 4K, c'est pas la 3D. Est-ce qu'ils sont prêts à vous accompagner dans le lancement de la chaîne ?
ça sera... En sachant que ça valorise quand même leur produit, parce que c'est l'une des fonctions. Là où ça peut aider, c'est que la 3D sur une télé 4K est de bien meilleure qualité que sur une télé HD. Parce qu'on bénéficie de l'amélioration de l'image, donc voilà, et on peut diffuser. Alors là, après, nous, ça sera une question de débit également. On peut diffuser aussi en Full HD si on veut. Après, on va voir ça nous en fonction de nos investissements aussi. Mais pour la 4K, pour les télé 4K, on pourrait faire ce genre de choses. Donc ça améliore considérablement la qualité de la 3D. Ouais. En termes de calendrier, puisque là on est début 2015, ça fait déjà 2 ans que vous travaillez dessus, votre objectif c'est de démarrer quand? J'imagine que c'est encore un peu hypothétique, mais... L'objectif, ça serait d'avoir une première boucle de test qui démarre dans le courant du printemps. Ah oui. Ouais. Donc on aurait 1 heure de programme qui va tourner en boucle avec on a déjà beaucoup de teasers de programmes qui seront diffusés après. On a des extraits de concerts, on a des courts-métrages et ça se remplit petit à petit. Donc l'heure elle est déjà bien pleine, on commence déjà à penser la deuxième boucle. Une sorte de bande d'amorce, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, on va diffuser ça pendant quelques temps, le temps pour nous de tester un peu le workflow technique et de finir de notre levée de fonds. Et puis après ça... Alors diffuser, je reprends la première question de Stéphane tout à l'heure, diffuser où? Est-ce que vous avez déjà des accords d'opérateurs? Tout ça, c'est en cours de discussion et on a déjà un opérateur avec lequel c'est bien avancé qui nous permet le jour où nous on est prêt techniquement, on aura une quinzaine de jours de battement avant de commencer la diffusion. Alors, regardez, je vous montre 4 logos, là, est-ce que c'est l'un des 4? C'est l'un des 4, bon, forcément. Bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et la suite de l'aventure, ce serait d'être prêt au mieux en septembre, au pire à la fin de l'année, à lancer l'intégralité de la grille des programmes. Et il y a des possibilités d'être sur des téléconnectés? Parce qu'on voit que certains constructeurs, on y réfléchit, Samsung, LG, avaient des offres sur les écrans. On réfléchit à être sur les téléconnectés, sur les boîtiers OTT. Les boîtiers OTT, Fabien? C'est voilà. Et je sais plus le troisième mot, mais over the top, c'est ça. Mais qui permet aussi aux téléspectateurs de pouvoir regarder la télé sans être forcément chez lui et en emmenant son boîtier avec lui. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les prochaines semaines? Vous avez eu l'accord du CSA, maintenant il faut de l'argent, hein, c'est clair. Voilà, mais ça c'est le nerf de la guerre, mais c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, si on a gagné de grosses étrennes à Noël, n'hésitez pas. À qui est-ce qu'on peut s'adresser? N'hésitez pas, il y a le Twitter. Non, mais sérieusement, on s'adresse à des investisseurs, je dirais, d'assez haut niveau pour des montants comme ça. Non, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'être encore là l'année prochaine pour fêter les 1 an de la chaîne, peut-être avec vous, ça serait bien. Et en tout cas, on vous tiendra au courant du lancement, vous viendrez voir ça quand ce sera possible. Mais non, ce qu'on espère, c'est que ça va marcher, c'est que les différents partenariats qu'on est en train de monter vont vivre, que tous les gens, aussi bien en France qu'à l'international, qui nous suivent, vont être satisfaits du résultat et voilà, croisons les doigts, quoi. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite, Fabien, à vous, à Stéphane Dalma, à toute la jeune équipe derrière ce projet. Voilà, ça nous semblait normal en tant que jeune chaîne ambitieuse et innovante de s'arrêter sur votre projet. Hyper ambitieux, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et puis dès que vous avez d'autres choses à nous montrer, on sera preneur dans Broadcast Time pour venir vous voir. Dès qu'on est prêt à lancer la première boucle, je vous tiens au courant. Eh ben ok, avec plaisir. Merci les garçons, merci Fabrice, merci Stéphane. Et nous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Broadcast Time mercredi prochain à 20h en direct sur Watch TV. Salut à tous.